Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection des chantiers de la Starbase du week-end, puisque nous sommes samedi soir, mais que voulez-vous quand on est accro au travail, jour férié ou les week-ends, c'est un peu comme la semaine. Alors non, je ne prêche pas pour le burn-out, mais plutôt pour la passion, parce que je sais que vous avez à cœur de voir de très près ce qui s'est passé ces derniers jours au Texas. Et vous êtes au bon endroit parce qu'on a encore pas mal de choses à dire et à voir, notamment les travaux en cours du gigantesque parking à venir, le S-29 qui n'a plus du tout le sommet de son crâne dégarni, et enfin un petit aperçu de la V2 et de la V3 du Starship, sur laquelle Philippe, qui répond à vos questions en commentaire le mercredi, revient volontiers dans la partie du point sur les prototypes. Un Starship XXL à venir donc, mais trêve de bavardage car l'avion pour Boca Chica nous attend. Allez zou, on décolle pour le Texas. Le Cosmical Chief, Randolph Visual, se met à faire de la poésie sur X, cette fois-ci non pas avec son objectif, mais avec quelques rimes en anglais. Bon, je ne vais pas traduire son poème, ça ne sonnerait pas terrible en français. Et comme vous le savez déjà sans doute, au journal de la Starbase, nous aussi, on a un petit cœur qui bat. Et il nous arrive également, au beau milieu d'un tour d'inspection des chantiers du programme Starship, de nous perdre dans quelques envolées lyriques. Alors non, je ne prends toujours pas de drogue, mais je souhaitais rendre hommage à ma manière à cet observateur de la Starbase qui a décidé de prendre quelques congés pour une durée indéterminée. Pour rappel, Randolph Visual a travaillé avec la Padre et l'équipe de What About It. Espérons le voir de retour très bientôt. Bon, c'est bien beau tout ça, mais rentrons dans le vif du sujet et rendons-nous tout de suite sur le site de lancement. Juste un peu avant la dépose du B11 et conséquemment à son dernier tir statique, des ouvriers se sont succédés jusqu'à une heure avancée de la nuit pour installer des échafaudages sur la circonférence de la table orbitale. Un peu plus tard en soirée, ils sont venus vérifier le bon fonctionnement du bouclier du panneau à déconnexion rapide, tout en engageant une discussion sur des questions techniques, même si l'histoire ne dit pas jusqu'à quelle heure ce débat les a menés. Des travaux à venir sur le pas de tir, donc, comme toujours me direz-vous, il aurait été étonnant qu'il n'y ait pas eu quelque chose à rafistoler. L'occasion de revenir un peu sur ces fameux évaporateurs livrés il y a peu par dizaines et qui sont en cours d'installation un peu plus loin, juste devant le parc à réservoirs horizontaux de la ferme à Ergol. Cette dernière continue sa croissance, son extension et ses nombreuses mises à jour, toujours dans le but de faire le plein d'Ergol au prototype le plus rapidement possible et avec le maximum de sécurité, le tout sans déperdition aucune bien sûr. Faisons un tour à présent sur le site de Sanchez qu'on n'a pas visité depuis un petit moment. Et on va commencer avec les plateformes d'installation pour les Raptor, destinées au stand d'installation moteur numéro 1 et 3 des 2 MB, et qui ont finalement été partiellement démontées pour une raison qu'on ignore jusqu'à présent, donc peut-être que là aussi, quelques mises à jour à venir de la part de SpaceX. Notez que juste en dessous de ces derniers, un second capuchon de protection du sommet du booster, dont on parlait encore samedi soir dernier, est en cours de construction. Là aussi probable que des modifications interviennent encore sur cette toute nouvelle structure, surtout si on se réfère à la prochaine version de la section Hot Staging que nous prépare SpaceX pour sa V2 et sa V3, mais on revient là-dessus bien évidemment dans quelques instants pour un point prototype un peu particulier. Autre chantier en progression du site de Sanchez, le gigantesque parking. Alors, plutôt à visiter depuis les airs avec l'équipe de RGV Area Photography, parce que depuis le plancher des vaches, on ne se rend pas vraiment compte de l'avancée des travaux, comme vous pouvez le constater sur ces images de NASA Spaceflight, que l'on remercie tout de même au passage, puisqu'ils nous rapportent quand même chaque semaine des informations précieuses. Depuis les airs donc, on voit que les fondations sont en cours, que tout a été nettoyé autour, et que l'on devrait voir apparaître les premiers piliers de soutènement très bientôt. Faisons à présent un point sur les prototypes. Et on commence en toute logique avec la star du 4e vol à venir, le S-29 qui s'élancera bientôt avec le B11, qu'on a vu d'ailleurs ensemble mercredi dernier rentrer aux écuries. Un S-29 qui s'est donc fait scalper le bout de sa coiffe, ceci afin de rendre son crâne d'acier beaucoup plus rugueux, permettant ainsi, du moins on l'imagine et on l'espère, une meilleure adhérence des tuiles thermiques. Un bouclier que des ouvriers ont d'ailleurs reconstitué avec beaucoup d'applications de précaution comme vous pouvez le voir sur ces images. D'ailleurs l'action a été discrètement répétée à plusieurs autres endroits de son bouclier.
Bon, on espère que cette minifie et ce nouveau procédé portera ses fruits lors du prochain lancement. On croise les doigts, mais pour rappel, la rentrée atmosphérique est une étape délicate que les futures versions du prototype vont devoir affronter. Du côté des boosters, le B12, B13, B14, futurs candidats également au lancement, sont toujours dans le premier méga B, avec en coin, par la porte entrouverte, un aperçu rapide du B14 qui semble toujours en cours d'assemblage. Nous avons aussi eu le droit à quelques clichés supplémentaires de la section cargo qui appartient probablement à la V2. On revient d'ailleurs sur les futures versions du Starship dans quelques instants. On en parlait récemment, la porte cargo possédera donc désormais un arrondi nettement plus harmonieux, plus marqué en tout cas. Au passage, je vois que notre Philippe National est passé par là, mais je me demande si c'est bien raisonnable de noter tes mesures à même les prototypes, Philippe. Bon, je sais que tu es un proche d'Elon Musk, mais enfin quand même. Non loin de là, vous apercevez peut-être ce qui ressemble à une sorte de nouveau type de dôme, et pour l'instant nous n'en savons pas plus, il faudra surveiller cela de près. Au passage, les équipes de What About It ont eu accès à l'intérieur de la partie opérationnelle de la Star Factory, et ont pu filmer différentes futures sections de boosters. Revenons à présent sur le S-30, un autre candidat à l'orbite, qui est quant à lui encore gentiment dorloté dans le second méga B, installé sur le stand à moteur. Ce vaisseau qu'on a vu prendre la poussière pendant plusieurs semaines dans le High Bay se prépare désormais pour le 5e vol, avec ici des ouvriers de SpaceX qui apportent des Raptors afin de les installer sous sa jus. Un message rapide d'abord pour vous qui découvrez peut-être le journal de la Starbase. Merci de bien vous abonner à cette nouvelle chaîne, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce en l'air afin de soutenir le travail de notre équipe. Pour rappel, ce média est exclusivement consacré au programme Starship et si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières avancées sur le développement de cette fusée hors norme, eh bien vous êtes au bon endroit. Et pour info, la semaine prochaine, c'est le grand retour des fameux hors-série concoctés par notre Philippe National. Bon, ça y est, j'en ai terminé avec la page pub, et puisqu'on parle de notre doyen de l'équipe, en relisant le texte qu'il m'a envoyé, je me rends compte de l'augmentation exponentielle, pour ne pas dire complètement folle, des projections de la future fusée. En effet, lors du dernier discours d'Elon Musk, on réalise la surenchère de l'entreprise sur la V2 et la V3 de son Starship. Alors essayons d'y voir un petit peu plus clair. Si l'on se réfère au 3e vol, où le S-28 a bien atteint la quasi-orbite comme attendu, et ceci sans charge utile marchande, sous le vide, le vaisseau est certes arrivé à destination, mais avec des réservoirs totalement vidés, ce qui laisse à penser qu'il n'aurait pas pu emporter les 100 tonnes que la V1 revendiquait pourtant. Enfin, ou plutôt que le PDG de SpaceX revendiquait. Probablement que toutes les modifications ajoutées couche après couche depuis un an sur les boosters et les vaisseaux les ont alourdis au point de rogner sur leur capacité d'emport. C'est un peu inquiétant, mais comme toujours, attendons de voir la suite. L'illustration de SpaceX nous montre ici les 3 évolutions côte à côte. Les différences apparaissent nettement. D'abord pour le booster, en effet, le bas des premiers étages, côté compartiment moteur, est très différent. Plus de capotage de protection autour des moteurs, ceux-ci apparaissent nus et non protégés. Selon Elon, les futures versions V3 des Raptors, outre leur poussée supplémentaire, se caractérisent par une robustesse de leur machinerie et tuyauterie simplifiée qui les rendrait suffisamment insensibles aux conditions ambiantes. Cela restera toutefois à vérifier lors des retours atmosphériques des boosters. Notons également une augmentation de la capacité d'emport en ergol, plus de 350 tonnes suite à l'ajout d'un anneau de tôle supplémentaire. Le booster gagne environ 2 mètres de long, modification de la partie haute, disparition de l'anneau de hot staging remplacé par une structure tubulaire bien plus ouverte à la façon de la N1 soviétique. Le bouclier pare-flamme de la tête du booster sera intégré au design dès la conception de base, et certainement plus efficace et moins lourd. Les grids fines sont positionnés plus bas aussi, probablement pour échapper au jet de flamme lors de la séparation. La poussée totale des moteurs est portée à 8240 tonnes, ce qui correspond à la performance de la version V2.5 du Raptor qui sera déployée. Les divers raidisseurs externes soudés tout autour du booster ont disparu au niveau moteur, dôme intermédiaire et sommet. Espérons que la structure interne aura été renforcée en conséquence pour assurer une rigidité suffisante compte tenu de la poussée augmentée. Notez enfin que le Delta V maxi fourni par le booster est en légère régression. Pour les vaisseaux, une évolution comparable qui emporte 300 tonnes d'ergol supplémentaires en s'allongeant également d'un anneau de tôle. Les 100 tonnes de charge d'emport sont annoncées alors que c'est déjà la capacité annoncée pour la V1, chose curieuse. Les ailerons arrière seront agrandis et les avants réduits afin de mieux équilibrer le vaisseau lors de sa phase de vol-retour. La poussée totale fait un bond en passant à 1600 tonnes avec 6 Raptor Vacuum.
SpaceX ne précise pas les poids à vide des nouveaux vaisseaux, des efforts d'allègement seront réalisés probablement, mais l'augmentation de la taille totale pourrait les contrarier. Enfin, le Delta V Maxi fourni par le Starship V2 est en augmentation. On sent que l'effort global se déplace du premier étage vers le deuxième. Pour ce qui est de la V3 de la fusée, donc, toutes les dimensions sont en forte hausse, sauf le diamètre de 9 mètres, qui est un fondamental du projet. Le booster reprend 400 tonnes d'ergols supplémentaires et s'allonge de 4 anneaux. La poussée totale au décollage sera de 10 000 tonnes suite au passage au Raptor V3 qui sont boostés à 300 tonnes par unité. Bon, c'est du délire complet, je ne pense pas que cette puissance puisse être obtenue sans conséquence sur la fiabilité et il n'est donc pas certain que la structure porteuse du booster soit capable de résister à 10 000 tonnes. Bref, wait and see, cela reste à démontrer. Le Delta V Maxi du booster V3 est en nette diminution, alors clairement, il devrait passer la main au Starship plutôt dans la mission. Bon, et c'est donc le vaisseau qui profite le plus de la mode XXL, car on note vite l'augmentation forte de la capacité d'emport en ergol, en l'occurrence plus 800 tonnes d'un coup. C'est énorme. Allongement conséquent de près de 20 mètres, soit environ 10 anneaux, 3 Raptor Vacuum supplémentaires pour une poussée cumulée de 2700 tonnes, et donc les 2300 tonnes d'ergol seront consommées en moins de 300 secondes, c'est un truc de dingue. Une forte augmentation de son Delta V Maxi qui passe à près de 9290 mètres par seconde. En fait, avec une telle capacité, il pourrait largement décoller tout seul depuis le sol et quasiment atteindre l'orbite sans son booster et à vide bien évidemment. Le grand gagnant de la XXLisation de la fusée est donc bien le vaisseau qui subit une forte inflation de toutes ses caractéristiques. Les boosters seront plus puissants en décollage certes, mais leur durée de fonctionnement dans les missions se réduira au profit de celle des vaisseaux. Reste la fiabilité des Raptors, que SpaceX pousse au-delà du raisonnable, c'est le moins qu'on puisse dire. Seul l'avenir dira si ce pari est jouable ou non. De même, la tenue structurelle des futurs boosters et de la table orbitale seront peut-être insuffisantes pour résister à cette inflation diabolique. À suivre plus que jamais. Allons à présent sur le site de production faire le tour des chantiers les plus importants du moment. Nous reviendrons régulièrement sur ce bâtiment pendant encore quelques temps, car même s'il avance vite, entre les extensions en cours de construction, les finitions en extérieur et les ateliers qui tournent déjà dans les parties désormais opérationnelles, on va avoir pas mal de choses à dire et à voir. D'ailleurs, c'est en prenant le chemin des airs, une fois de plus, qu'on se rend le mieux compte de la progression de l'usine, qui bientôt accouchera de ces fameuses V2 et V3 dont nous venons de parler, et c'est sans doute pour cela qu'Elon Musk a répété lors de sa récente conférence l'importance phénoménale, le rôle capital qu'aura joué cette pouponnière à prototype. Une gigantesque structure qui, par sa voracité, est désormais en promiscuité complète avec son voisinage, à l'instar du second Mégabé, un autre monstre du site de production que nous allons ensemble surveiller d'un peu plus près. En effet, si l'énorme hangar vu de l'extérieur paraît complètement terminé, en fait, quand on zoome à l'intérieur, on s'aperçoit que l'angle arrière gauche du bâtiment est toujours en phase de construction, afin de lui fournir à terme une fondation solide pour l'installation d'un futur stand moteur à cet emplacement précis. Un peu plus haut, on voit aussi un échafaudage au niveau du couloir réservé à l'ascenseur du bâtiment. Bref, des travaux toujours en cours à l'intérieur. Comment ne pas terminer notre tour d'inspection par le site de Massey, où va se jouer à terme l'essentiel des futures campagnes de test des prototypes. Les équipes continuent de creuser la fosse qui servira à juguler les flammes lors des tirs statiques dans un couloir qui, à vue de nez, fait bien un peu plus d'une vingtaine de mètres de large et plus de 50 mètres de long. Non loin de là, dans un coin du site, on voit une structure entreposée à même le sol qui ressemble bien à celle destinée aux fameux déviateurs de flammes dont on parle depuis un petit moment et qui ont été illustrés ici à plusieurs reprises par Chrome Kiwi que je ne vous présente plus. Plus bas, le fameux QD Arm que ce dernier avait illustré également et qui devrait en principe servir à ravitailler les prototypes en ergol. Enfin, encore plus bas, les fameux tuyaux tous agencés les uns à côté des autres et courbés de sorte à leur donner une forme de coude pour mieux épouser cette sorte de tremplin que représente le déviateur de flamme ont été réunis en 3 parties distinctes, juste à côté de ce qui semble bien être le futur support coulissant. Ce dernier viendra s'insérer au-dessus de la fosse afin de permettre la venue d'un stand sur lequel sera installé lui-même le prototype. Et voilà les terriens, merci de nous avoir accompagnés une fois de plus pour ce tour d'inspection du week-end. En attendant d'aller tous ensemble un jour admirer la version XXL du Starship lors d'un futur tour d'inspection, merci de vous abonner à cette nouvelle chaîne du journal de la Starbase, d'activer la cloche de notification et de faire briller le pouce en l'air de YouTube. Vous retrouverez bien sûr Quentin dès ce lundi sur le journal de l'espace pour de la pure culture spatiale.
et vous pouvez reprendre désormais une vie normale. Je vous souhaite donc une bonne soirée et un excellent week-end. À très bientôt les terriens.